Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Grand Contrôle pour Bâtir pour le climat, la manifestation organisée par le groupe Moniteur en partenariat avec INOA, l'association professionnelle des industriels du Nouvel Habitat. Je suis avec Véronique Pape. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Ecopolis. Rapidement, pouvez-vous rappeler ce qu'est Ecopolis, ses missions et son périmètre d'action? Écoutez, Ecopolis, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années. Notre territoire de jeu, c'est l'Île-de-France et notre public, ce sont tous les professionnels du secteur du BTP, aussi bien maîtrise d'ouvrage que maîtrise d'œuvre, et donc bien sûr y compris les entreprises. Et donc notre mission, c'est d'aider tous ces professionnels à monter en compétence sur les sujets du bâtiment et de l'aménagement durable. Donc, qui sont, comme vous le savez, le secteur le plus important pour arriver à transformer complètement notre société pour aller vers une société complètement décarbonée. Alors justement, concrètement, comment aidez-vous le secteur du BTP francilien à changer, à évoluer? Alors, on a plusieurs modes d'action à notre arc, on va dire. Historiquement, on est un centre de ressources. Ça veut dire qu'on met à disposition des professionnels beaucoup d'informations, de l'information qu'on produit, parce qu'on anime des groupes de travail avec des professionnels les plus avancés et on essaye d'en tirer des synthèses qu'on publie. On relaie aussi beaucoup d'informations produites par des acteurs sur le territoire, que ce soit l'ADEME, l'AREC, la REP, enfin tout un tas d'acteurs qui produisent de l'information intéressante et qui aident les autres à avancer. Et puis, on est aussi organisateur d'événements. Donc, on organise des visites de chantier, des visites de projets livrés, que ce soit des projets de bâtiments ou d'aménagement. On organise beaucoup de conférences. Ça va de webinaire d'une heure à la conférence, à la journée francilienne de l'économie circulaire, autour du sujet autour duquel on avait réuni plus de 300 personnes il y a quelques semaines à Saint-Ouen. D'accord. Depuis 2017, Ecopolis propose une démarche baptisée Bâtiment durable francilien et Quartier durable francilien. En quoi consiste cette démarche? Alors, c'est une démarche en fait d'évaluation un petit peu particulière, puisque contrairement aux démarches classiques, aux labels classiques que vous connaissez, comme HQE par exemple, c'est une démarche qui est évaluée de l'intérieur. C'est-à-dire que la personne qui fait l'évaluation, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe projet. C'est un accompagnateur. Alors, c'est un professionnel chevronné dont on a validé l'expérience, qui est agréé par Ecopolis, qui a suivi notre formation, qui connaît notre référentiel, un référentiel qu'on a construit avec d'autres professionnels franciliens. Et donc, ce rôle, c'est d'évaluer le projet, pas tout seul, mais avec l'équipe projet. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui va participer à l'évaluation du projet, il comprend à la fois des représentants de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Et c'est ça qui est important, c'est pas si courant. Et donc, ça veut dire que ça met les équipes en position de dialogue et de recherche de solutions ensemble. L'idée, c'est de passer le projet, de le frotter à notre référentiel. Il y a à peu près 300 questions, donc c'est long. C'est 3-4 réunions d'une demi-journée. Et on passe le projet au crible de toutes ces questions et on essaye de pousser la performance environnementale le plus loin possible sur le plus grand nombre possible de critères. Évidemment, on n'arrive jamais à tout faire, parce que la perfection n'existe pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de pousser le curseur comme on a le maître d'ouvrage à bord, c'est plus facile de faire des arbitrages et de dire, là, je veux vraiment, ça c'est important pour nous. Donc là, on va aller à fond, quitte à mettre peut-être un peu plus de budget sur ce sujet-là et quitte à peut-être réduire le budget sur autre chose, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à pousser au global la performance durable du projet. D'où est venue cette idée de cette démarche? Alors Quelle est la genèse? la démarche, elle est née sur les bords de la Méditerranée à Marseille il y a une quinzaine d'années. Nous, on déploie BDF en Île-de-France depuis 2017. On a 200 projets aujourd'hui, mais ça a commencé bien longtemps, bien avant, en région PACA, par un groupe de professionnels, des architectes, des ingénieurs, des maîtres d'ouvrage, qui voulaient inventer une démarche d'évaluation qui soit adaptée à leur région, à leur climat, à leur géographie. Et donc, c'est eux qui ont inventé cette démarche d'évaluation qui est basée sur un système participatif de garantie, c'est-à-dire de l'évaluation par les pairs, un petit peu comme ça existe, par exemple, pour l'agriculture biologique. Donc, ils ont inventé ce système, ils l'ont déployé et ils ont assez vite essaimé
dans le Gard, dans l'Hérault et puis sur toute la région Occitanie. Puis ensuite est venu Ecopolis avec l'Île-de-France. Et aujourd'hui, il y a 3 autres régions qui ont rejoint. Donc, on est également présent en Nouvelle-Aquitaine avec l'association ODIS, en Bourgogne-Franche-Comté avec l'association Terragilis et plus récemment en Bretagne avec l'association Batilab. Et ces 6 associations, elles travaillent ensemble dans un collectif qui est une autre association, un peu chapeau, interrégionale et qui s'appelle le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables. L'implantation de cette démarche, le fait que c'était un lancement dans une région particulière, est-ce que son déplacement, sa mise en place dans une autre région, a entraîné des choses spécifiques aux régions, notamment l'Île-de-France? Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont différentes de ce qu'on peut retrouver donc, sur Marseille ou à Bordeaux, par exemple? Alors, les grands thèmes, on travaille tous sur les mêmes principes donc la gouvernance, l'organisation, la méthodologie est la même et on a tous les mêmes grands thèmes. Par contre, on a adapté à chaque fois. Donc, par exemple, en Île-de-France, la densité est un sujet évidemment très important. Le climat n'est pas le même à Paris ou en Île-de-France par rapport à ce qu'il est à Marseille. On n'a pas de région montagneuse. Enfin voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que c'est différent. Et puis après, il y a aussi la personnalité des professionnels avec lesquels on a construit le référentiel. Ben, ils sont tous leurs spécificités. Et donc, par exemple, en Île-de-France, on a des professionnels qui sont très, très actifs sur la promotion des matériaux biosourcés. Donc, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Et puis, dans les sujets qui nous tiennent à cœur, on a aussi le fait que le bioclimatisme est quelque chose de fondamental. Le fait aussi qu'on veut privilégier la rénovation plutôt que la démolition et la reconstruction. Alors, ce sont des choses que, évidemment, nos collègues défendent aussi dans les régions, mais chacun l'a un petit peu adapté à sa sauce en fonction des spécificités régionales. D'accord. Cette démarche BDF s'appuie sur combien de piliers? Et est-ce qu'on retrouve les mêmes piliers d'une région à l'autre? Oui, on a 6 grands thèmes sur la partie bâtiment et un 7e sur la partie quartier. Donc on a, alors je vais prendre mes antisèches pour être sûr de ne pas en oublier. On a la gestion de projet, on a le territoire, tout ce qui touche au territoire, au site, à la biodiversité, qui est très important aussi. Tout ce qui se touche au social et au solidaire. Par exemple, on regarde aussi dans nos projets s'il y a une part d'insertion. Ça fait partie des critères qu'on regarde. Il y a évidemment le critère de l'énergie. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'eau, la gestion de l'eau. À la fois la gestion de l'eau dans le bâtiment pour qu'il soit le plus économe possible, mais aussi la gestion de l'eau à la parcelle. Par exemple, dans les choses qu'on regarde de très près dans notre référentiel, on demande pour qu'un bâtiment soit argent qu'il sache gérer ses eaux pluviales à la parcelle, mais qu'il sache gérer la pluie décennale à la partielle. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans un milieu un peu dense. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut être très inventif pour trouver les bonnes solutions. On a évidemment un sujet matériaux, où là, on va pousser à fond tout ce qui est matériaux biosourcés, mais aussi tout ce qui est économie circulaire, donc tous les matériaux issus du réemploi ou éventuellement du recyclage. Il y a tout un sujet aussi autour du confort et de la santé, parce que c'est bien de faire des bâtiments jolis, respectueux de l'environnement, mais il faut qu'ils soient aussi confortables, agréables à vivre et surtout qu'ils ne mettent pas en danger la santé de ses occupants. Et puis, quand on est sur l'échelle quartier, on rajoute le sujet mobilité. C'est-à-dire? Mais on s'intéresse à d'abord l'endroit où le quartier est situé, de quelle façon il favorise les mobilités douces et les mobilités décarbonées, comment est-ce qu'il est connecté au reste de la ville, enfin voilà, tous ces sujets-là. Donc la gestion de flux. Toute la gestion des flux de personnes et de biens. Oui, tout à fait. Vous avez évoqué tout à l'heure 200 projets à date. Quels sont les... Est-ce que vous pouvez préciser quel type de projet rentre dans cette démarche BDF? Alors, on a tout type de projet. On a vraiment tout type de projet. Aujourd'hui, on a commencé en 2017, donc nos premiers projets arrivent au bout. Puisque ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la démarche BDF, comme les autres démarches BD dans les autres régions, elle consiste à évaluer le projet à 3 phases clés: en phase conception, en phase chantier et en phase usage 2 ans après la livraison. Donc, c'est un processus qui est très long et qui permet de garantir qu'on maintient l'exigence du projet du début à la fin. Alors évidemment, on fait des ajustements, forcément, c'est un projet. On a des ajustements techniques, économiques, etc. Mais par contre, c'est un puissant levier pour conserver l'ambition du début jusqu'au bout. Et donc, les 200 projets, on a de tout. On a des projets qui sont des projets d'équipements publics, des écoles, des salles des fêtes, des centres de loisirs,
des centres de santé. On peut avoir du tertiaire, on peut avoir du logement social, du logement privé. Enfin, on commence à avoir de plus en plus de bâtiments un peu atypiques, comme par exemple des bâtiments logistiques. Donc ça peut couvrir vraiment tout type de projet. On a aussi des stades nautiques, voilà. D'accord. Qui amène ces projets au départ? Quel est aujourd'hui le porteur qui vient vous rencontrer, qui vient vous voir pour évoquer son projet Alors celui avec lequel on contractualise, c'est le maître d'ouvrage. C'est évidemment lui qui prend la décision. Alors soit il apprend parce qu'il est très très motivé d'emblée, ou parce qu'il nous connaît, ou parce qu'il a entendu parler des démarches BDF ou BD dans les autres régions. Soit il est sollicité par un accompagnateur parce qu'il a choisi un architecte ou un bureau d'études qui est déjà accompagnateur et qui a l'habitude de travailler avec cette démarche et qui lui en a dit du bien. Soit on lui a demandé de le faire. Alors ça peut être aussi des prescriptions. Et donc parfois le maître d'ouvrage, qui peut être un promoteur privé, arrive parce que le maître d'ouvrage de la collectivité, par exemple, qui est prescriptrice et qui est commanditaire, a demandé à ce que le projet soit dans une démarche PDF. Donc on a un peu tous les cas de figure, avec du coup des interlocuteurs qui sont plus ou moins motivés pour le faire. Il y a des très très volontaires et puis il y a des un peu contraints. Et donc on essaye de faire que les un peu contraints, au final, ils retrouvent aussi leur compte et soient convaincus et viennent de façon plus volontaire la fois d'après. ces maîtres d'ouvrage, c'est plutôt des collectivités, c'est plutôt du privé, des entreprises privées. Là, Est-ce qu'on peut avoir une ventilation? Alors là encore, il y a de tout. On est à peu près sur 40% de maîtres d'ouvrage publics, mais on a quand même un tiers de maîtres d'ouvrage privés, et puis le sol, c'est les bailleurs sociaux. Donc on a un panel qui est de plus en plus équilibré. On a commencé plutôt avec des maîtres d'ouvrage publics et c'est en train de se diversifier de plus en plus sur les nouveaux projets qui arrivent. D'accord. Et vous avez évoqué donc ces maîtres d'ouvrage contraints, donc soit par la réglementation, soit par l'emplacement, j'imagine. Quel est le profil d'une entreprise ou d'un maître d'ouvrage contraint? Est-ce qu'il y a un profil? Alors, la contrainte, elle vient pas de la réglementation, puisqu'on est bien au-delà de la réglementation. C'est vraiment une démarche volontaire de maîtres d'ouvrage qui veulent aller beaucoup plus loin que la réglementation. Donc, on a quelques coups d'avance sur la réglementation. Et d'ailleurs, on est associé avec l'Alliance HQE et l'association Effinergie pour définir ensemble, donc le collectif des démarches, donc dont fait partie Ecopolis et puis HQE et Effinergie, pour définir ensemble le futur cadre commun de référence qui permettra au ministère de l'écologie de choisir les indicateurs de la future RE, celle qui viendra derrière la RE 2020. Donc on a vraiment quelques coups d'avance. Après, les maîtres d'ouvrage contraints dont je parlais tout à l'heure, c'est ceux qui viennent parce qu'on leur a demandé de le faire et qui n'avaient pas forcément l'habitude ou l'envie spontanée. Et donc, encore une fois, notre métier, c'est et puis le métier de l'accompagnateur, c'est de les convaincre que c'est quelque chose qui va les aider à sortir un projet de bien meilleure qualité et de bien meilleure qualité dans le temps. Valorisant pour la suite. Et qui pourront valoriser comme une belle réalisation. D'accord. Merci Véronique d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et je vous souhaite bonne fin de Bâtir pour le climat. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.